J'ai moi-même plaisir effectivement à revenir régulièrement à ce colloque où j'apprends beaucoup de mes collègues et j'aime l'interdisciplinarité qu'il y a autour de ce colloque. Alors, je vais aborder une présentation que j'ai jamais faite et poser la question de savoir si la modélisation climatique est une science exacte. Je ne sais pas s'il y a un avis tranché dans la salle. Qui pense que la modélisation climatique est une science exacte? Il n'y a pas beaucoup qui semblent se risquer à ça. Bah, je vous donnerai raison. Euh, alors, est-ce qu'il y a un pointeur sur ce... Je veux bien que tu me montres. Non. Ah, ah oui, c'est celui-ci, d'accord. Ok. Voilà. Oui, les projections climatiques que nous produisons à Météo France, mais dans bien d'autres centres de modélisation sur le globe, sont malheureusement loin d'être des boules de cristal et sont entachées de bien des incertitudes. C'est ce sur quoi je voudrais communiquer et pour vous dire que je crois parfois qu'il y a une espèce de spirale un peu mortifère dans le fait que, du fait des climato-sceptiques, parfois les climatologues ont tendance à être surconfiants dans ce qu'ils racontent. Et je pense qu'il faut faire preuve d'humilité dans la mesure où si nos modèles sont imparfaits, ça peut conduire à surestimer la menace, mais ça peut conduire aussi, tout aussi bien, et de manière beaucoup plus inquiétante, à la sous-estimer. Et donc je ne dis pas que nos travaux sont à remettre en question. Toutes les conclusions du GIEC sont relativement robustes. Et d'ailleurs, la plupart des contributeurs au GIEC sont relativement conservatifs. J'ai participé à l'AR6 et moi, par exemple, je militais pour que dès l'AR6, on parle d'une accélération du réchauffement global. Donc Guy Brasseur a illustré la chose. En fait, cette accélération, elle était visible sur le niveau de la mer dès la R6. Et en fait, on n'a pas pu, en raison d'une sorte de conservatisme, afficher cette accélération dès la R6. Et je pense que la R7 le dira. Mais inversement, parfois, on peut faire preuve peut-être de trop de confiance sur le fait qu'on maîtrise exactement ce qui va se passer. Alors, avec le clavier. D'accord. Ah, désolé. Vous voyez, par exemple, on est parfois trop confiant dans la technique. Excusez-moi. Ou trop maladroit pour l'utiliser. Ok. Ça devrait fonctionner. Ok. Ici. D'accord. Merci. Donc, je vais essayer de respecter le timing, mais j'aurais voulu dire d'abord qu'est-ce que le climat. Bon, on va faire vite, je pense que la plupart d'entre vous êtes familiers avec ça. J'ai trouvé sur cette slide une espèce de métaphore que j'avais peu vue, c'est-à-dire qu'on peut être d'un tempérament fondamentalement optimiste, ça ne nous empêche pas qu'une journée ou l'autre, on peut être un peu ombrageux, c'est-à-dire que notre humeur ne reflète pas totalement, intégralement notre personnalité, et que par ailleurs, avec les années passant, ou sous l'effet de pression parfois néfastes, notre personnalité peut évoluer. Et le climat, de la même manière, évolue sous l'effet des forçages anthropiques. Alors, il n'y a pas pour autant disons, il y a des intersections entre climat et météorologie, notamment par le fait que la modification du climat entraîne finalement l'univers des possibles et donc les états météorologiques plausibles en un lieu donné et sur une période donnée. Alors typiquement, l'Organisation mondiale de la météorologie définit le climat sur 30 ans. Au GIEC, au vu de l'évolution tellement rapide de notre climat, souvent, on va définir le climat futur sur des périodes beaucoup plus courtes, typiquement de 20 ans. Et on voit que si on regarde ici l'évolution des températures par rapport au climat présent, en fait, les extrêmes chauds peuvent apparaître plus souvent et de manière plus forte du fait de différentes modifications de la distribution. Une simple translation suffit à produire plus d'extrêmes chauds, mais en fait, ce qui est beaucoup plus important, c'est la modification des moments d'ordre supérieur de la distribution, notamment potentiellement une augmentation de la variance. Et cela, on le voit par exemple dans les régions où les sols s'assèchent. Là où les sols s'assèchent, on ne peut pas expliquer l'évolution des températures du fait d'une simple translation de la distribution. Et on voit qu'il y a une modification des moments supérieurs de la distribution et, comme on l'a dit ce matin, une augmentation des extrêmes plus forte encore que l'augmentation de la moyenne. Ah. Ça a marché, ça ne marche plus. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah.
Voilà, donc il y a de plus en plus d'études qui sont basées sur finalement la question de l'attribution des événements extrêmes et qui dérangent pas mal les climato-sceptiques et ceux qui sont responsables, les grands émetteurs de gaz à effet de serre, ceux qui sont fortement responsables du réchauffement global, c'est le fait qu'on puisse maintenant, sur la base de simulations assez nombreuses, estimer la fraction de risque attribuable aux activités anthropiques. Typiquement, là encore, prenons l'exemple simple des températures, on voit en vert la distribution des températures en un lieu donné qui ne serait pas affecté par les activités humaines, un monde qu'on appelle contrefactuel. Et puis, grâce au modèle, on peut reproduire l'évolution actuelle, la distribution actuelle des températures, et on voit qu'elle est décalée vers la droite, c'est-à-dire vers des extrêmes plus chauds. Et on peut aussi imaginer un monde encore plus chaud dans le futur. Et avec ce ratio donc de probabilité, on peut définir donc cette fraction de risque attribuable. Et c'est fait depuis de nombreuses années par un centre dédié à cette activité, qui en 2025 a examiné parmi 157 événements extrêmes, des inondations, des canicules, des tempêtes, etc., des sécheresses. Ils en ont étudié 28 et ils ont montré que sur 22 d'entre eux, on pouvait à coup sûr dire qu'il y avait une incidence significative des activités humaines, soit sur la fréquence, soit sur l'intensité de ces événements. Je fais un peu de publicité pour Météo France, puisque Saïd Kasmi, chez nous, a développé un outil, un concept qui permet à chacun maintenant, sur un site, d'examiner là aussi uniquement, pour commencer pour les températures, dans sa région d'intérêt, pour son année d'intérêt, quelle était la probabilité de cet événement sans intervention humaine sur la composition de l'atmosphère, et quelle est cette probabilité dans le monde réel dans lequel nous vivons. Et on voit que si on se compare par exemple à d'autres estimations sur un cas d'étude ici, une canicule de 2017, eh bien le changement de probabilité est quand même assez variable d'une étude à l'autre, fois 140 selon l'organisme qui a l'habitude de faire ça depuis longtemps, fois 1500 selon cette nouvelle application. Et donc, ça montre encore une fois qu'il y a des marges d'incertitude concernant cette attribution des événements extrêmes, mais qu'à coup sûr, l'homme a influencé d'ores et déjà la fréquence et l'intensité de ces événements. Donc, vous l'aurez compris, le climat n'est pas figé, et il y a nécessité d'évaluer le climat tel que simulé dans nos modèles, non seulement en termes d'état moyen climatologique, mais surtout, et aussi en tout cas, en termes de variabilité et d'événements extrêmes. Donc je passe à une brève histoire de la modélisation des climats. On parle souvent de la modélisation du climat. En fait, je voudrais vraiment mentionner les climats, parce que d'une part, certains travaux historiques ont été basés sur la simulation des paléoclimats, très différents des climats actuels. D'autre part, parce qu'on l'a vu, le climat d'aujourd'hui est très différent déjà du climat récent et différent malheureusement du climat futur. Et puis, parce que si j'ai le temps, j'aborderai l'émergence de l'IA pour la modélisation climatique. Et c'est justement toute la difficulté pour l'IA qui a engendré des progrès majeurs en prévision du temps, mais qui peine à donner des résultats tangibles en modélisation du climat, parce que justement, le climat futur n'a pas d'analogue. Et donc, on ne peut pas faire de l'apprentissage sur quelque chose qui est totalement pertinent pour prédire ce qui va se passer dans le futur. Alors là, je me suis inspiré de pages du CNRS pour les béotiens. Donc, je vais aller vite. Certains modèles de climat ont été dérivés des modèles de prévision du temps, tels qu'on en a développé par exemple à Météo France, et étaient essentiellement basés sur une modélisation de l'atmosphère, de la circulation générale atmosphérique, et avec un couplage avec les surfaces continentales, ne serait-ce que l'humidité du sol, la neige, qui ont évidemment une incidence sur le climat à l'échelle régionale. Lorsqu'il s'est agi de simuler l'évolution du climat à plus long terme, il a fallu non seulement étoffer cette composante continentale en représentant des composantes plus lentes du système, par exemple le pergélisol, par exemple les aquifères, qui ne sont pas encore introduites dans tous les modèles de climat, mais qui ont été introduites dans le modèle de Météo France, et puis évidemment un couplage avec une autre composante essentielle, à savoir l'océan, mais aussi la cryosphère, et donc en particulier la glace de mer, dont on a vu que le retrait était responsable d'une amplification du réchauffement arctique. Et puis aussi, ce qui est en cours parfois, c'est un couplage avec les calottes glaciaires, les calottes polaires, essentielles pour notamment prévoir l'élévation du niveau de la mer. Alors, un problème de ces modèles, c'est qu'ils sont particulièrement coûteux. Pour mémoire, au Centre européen, qui est le centre leader en prévision du temps, une journée de prévision en 2020 équivalait à peu près 300 000 grammes de CO2 équivalent, c'est-à-dire à 1708 km parcourus en voiture, ou 3 vols entre Paris et Londres.
Donc vous imaginez bien que c'est pour une année, une journée pardon, de prévision. Donc vous imaginez bien le défi que c'est de vouloir, à une telle résolution, par exemple typiquement là c'était à 9 km, modéliser l'évolution du climat sur le long terme. Sachant que, je vais vous le dire, on ne peut pas se contenter de simuler une réalisation possible de cette évolution du climat. Si l'on veut comprendre notamment l'évolution des événements extrêmes, il faut réaliser N simulations de cette évolution possible. Par ailleurs, en dehors de l'accroissement de la résolution, on a assisté à une complexification des systèmes de modélisation et on parle non plus aujourd'hui de modèles de climat, mais de modèles du système Terre, qui intègre à la fois une chimie atmosphérique, une représentation des grands cycles biogéochimiques, en premier lieu celui du carbone, et donc par exemple une représentation d'une végétation interactive, et puis éventuellement, pour certains d'entre eux, une interaction par exemple avec les calottes glaciaires, encore une fois, pour représenter l'évolution du niveau de la mer. Alors, je voudrais quand même dire que tous les modèles de climat n'ont pas été dérivés de modèles de prévision du temps. À Paris, nos collègues ont commencé avec un modèle qui n'était jamais exploité en prévision du temps, mais qui permettait de simuler des climats, y compris extraterrestres, par exemple celui de Mars. Là, il y a des Américains qui, dès 1969, appliquaient de tels modèles, beaucoup plus simples en résolution verticale et horizontale, à la planète Mars pour simuler typiquement l'évolution des vents en fonction de la latitude et en fonction de la saison. Alors, ces modèles de climat font l'objet de nombreuses critiques, mais on ne peut pas nier qu'ils sont validés de manière assez soigneuse par les climatologues et que la validation, encore une fois, elle passe au-delà de l'évaluation de l'état moyen. On s'intéresse aussi à la variabilité interannuelle, mais aussi aux événements extrêmes, à la représentation des tendances récentes, je vais insister là-dessus, et éventuellement à la capacité de ces modèles à reproduire d'autres climats du passé, par exemple les paléoclimats. Donc dire que ces modèles n'ont jamais été évalués est une erreur. Dire qu'ils ont été évalués sur un climat analogue au climat futur est également une erreur. Alors, beaucoup de l'évolution récente a consisté à dire les modèles ne sont pas totalement à la hauteur de l'enjeu et il faut les améliorer, notamment augmenter leur résolution horizontale, voire verticale, de manière à aller vers le climat local. Comme si, en étant à très haute résolution, on aurait tout d'un coup des modèles parfaits. Quelle que soit la résolution des modèles, les gens qui sont habitués à utiliser les modèles de climat savent qu'il faut faire des corrections sur les précipitations, températures produites localement. On ne peut pas utiliser des sorties brutes de modèles. Et donc, il faut avoir une expertise sur l'utilisation. Et moi, je fais partie des gens qui militent, et je suis très minoritaire dans ma corporation, pour dire qu'il faut faire un usage raisonné de ces modèles. Et que justement, l'augmentation à l'infini de la résolution est un peu à l'image de ce que fait le reste de la société, une espèce de technosolutionnisme à l'infini, alors qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer avoir une utilisation plus raisonnée de ces modèles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de définition claire de ce qu'est un bon modèle de climat. Un bon modèle, c'est un modèle adapté pour son usage. Quand on fait de la prévision saisonnière, c'est-à-dire qu'on essaie de prévoir si l'automne qui va arriver est plus chaud ou plus humide que la normale, c'est pas forcément le même modèle qu'on doit utiliser pour dire quel sera le climat à la fin du XXIe siècle. C'est pas forcément le même modèle qui sera performant pour faire des paléoclimats. On aimerait un modèle universel, mais ce modèle universel, à mon sens, n'existe pas. Et donc, il faut vraiment réfléchir à peut-être faire des modèles adaptés à leurs usages. Et par exemple, un modèle pour étudier l'atténuation du changement climatique n'est pas forcément le même que un modèle pour étudier l'adaptation au changement climatique. Alors, je vais vous montrer quand même que les climatologues, encore une fois, font des efforts sur l'évaluation et se pose aussi la question de la calibration de ces modèles. À savoir, finalement, ces modèles, bien que basés sur des équations fondamentales de conservation de l'énergie, de conservation de l'eau, de conservation de la masse et de la quantité de mouvement, eh bien, ils ont des puits et sources dans chacune de ces équations qui sont relativement indescriptibles à l'échelle à laquelle ils travaillent, liés à des processus très fins, par exemple les nuages dans l'atmosphère, la distribution de l'humidité dans les sols, l'hétérogénéité de la végétation en surface, etc., qui font qu'on aura toujours une part relativement empirique dans ces modèles. Et donc, se pose la question de, sur ces paramètres un peu incertains, comment on règle, comment on calibre ces modèles. Alors, l'idée derrière ça, c'est que probablement,
un modèle malgré tout qui est performant dans sa capacité à reproduire l'état actuel du climat est plus fiable pour reproduire le climat futur. Et c'est une idée qu'on voit apparaître dès le début du XXIe siècle avec ce papier de Shukla, qui fut un des grands personnages finalement de la modélisation climatique, qui nous montre que sur la base de quelques modèles, en fait, leur capacité en abscisse à reproduire la distribution observée du climat, des variables climatiques, est reliée à leur sensibilité en climat futur. Et que les modèles qui ont le moins d'erreurs, c'est-à-dire l'entropie relative la plus faible sur l'axe des abscisses, sont les modèles qui chauffent le plus, ce qui était inquiétant à l'époque. Et vous retrouverez cette idée aujourd'hui, développée par de nombreux auteurs, sur l'idée qu'on peut parfois, pas toujours, faire un lien entre le comportement des modèles en climat récent et leur comportement en climat futur. Et vous verrez, si vous lisez attentivement ces publications, que malheureusement, parfois, on aboutit à cette conclusion que c'est les modèles les plus sensibles qui sont les plus crédibles. Parfois, on aboutit à la conclusion contraire. Par exemple, l'AR6 a montré que les modèles qui chauffaient le plus en climat futur étaient aussi les modèles qui chauffaient le plus en climat récent. Mais, apparemment, ils chauffaient trop par rapport aux observations. Et donc, dans sa grande sagesse, l'AR6 a considéré que les modèles qui chauffaient plus que les observations en climat récent étaient peu crédibles. J'ai moi-même joué un petit peu à ce jeu, mais je dis que là encore, il y a asymétrie entre le pire des scénarios et le meilleur des scénarios. C'est-à-dire que quand on pointe ici que des modèles plus précis pourraient annoncer des projections plus dramatiques, je pense qu'il faut y porter une attention, et qu'inversement, quand des modèles ou des études suggèrent le contraire, il faut être encore plus critique. Parce que donner aux décideurs l'idée que peut-être les modèles surestiment le risque, on l'a vu par les exposés antérieurs, que c'est leur donner du grain à moudre pour éviter l'action. Et donc, il faut réfléchir à deux fois avant de se lancer dans cette conjecture. Bon, je vais aller vite sur cet aspect scénario et évaluation des modèles. On a ici 3 générations de modèles. Les scores sont évalués par rapport au modèle moyen sur ces 3 générations. Et plus c'est rouge, moins c'est bon, plus c'est bleu, meilleur c'est. Ceci donc pour différentes variables. Et vous voyez que malgré tout, dans ces grilles, on voit de plus en plus de bleu. Donc ça va dans le bon sens dans la représentation du climat moyen actuel. Mais cette représentation du climat moyen actuel, à mon sens, n'est pas une condition pour la crédibilité des modèles futurs. Pourquoi? Notamment parce qu'on passe de plus en plus de temps à calibrer nos modèles, donc à faire en sorte qu'ils soient bons sur le climat présent. Ce faisant, il peut y avoir des compensations d'erreurs, et ça peut masquer, ça peut, même perturber la sensibilité des modèles au forçage anthropique. Donc ce n'est pas une condition suffisante. La résolution. Bon, je passe sur ce slide qui montre à nouveau, en comparant des modèles à différentes résolutions, que bien sûr, les précipitations observées ici à gauche sur la France ont un maximum sur les Alpes qui ne peut pas être reproduit par des modèles à basse résolution qui n'ont pas une représentation suffisamment claire du relief. Pour autant, les modèles à très haute résolution, notamment des modèles régionaux, peuvent aussi avoir des erreurs. Donc ça ne résout pas tout que d'augmenter la résolution, mais bien sûr, une meilleure description de l'orographie va dans le bon sens, que ce soit pour simuler les températures ou les précipitations. Les paléoclimats. On a des proxys et c'est très intéressant de voir que ces pastilles ici qui correspondent à des proxys, c'est-à-dire des observations indirectes des climats du passé, collent relativement bien avec une simulation d'un modèle de climat sur ce qu'on appelle un événement du Drias qui a vu notamment une diminution de l'intensité de la circulation thermohaline dans l'Atlantique Nord. Et on peut mettre en parallèle ce genre de simulation avec ce qui se passe lorsqu'on double instantanément le taux de CO2 dans un modèle. Et vous voyez que on peut faire un parallèle entre ces deux simulations et finalement, indirectement, via les observations du passé, essayer d'évaluer indirectement donc ce que nos modèles font pour un avenir hypothétique. Ce faisant, les forçages du passé ne sont pas exactement les forçages du futur, encore une fois. Et donc, il faut se méfier de ce genre de comparaison. Elles sont utiles, mais encore une fois, les climats du passé ne sont pas de parfaits analogues des climats du futur. On peut, on l'a dit aussi ce matin, évaluer rétrospectivement ce que les premiers modèles de climat
prédisait en termes d'évolution des températures pour le début du XXIe siècle. Et on voit ici des simulations réalisées par James Hansen avant même le premier rapport du GIEC produit en 1990, montrant à quel point certains scénarios étaient très proches finalement de l'évolution observée. Enfin, et là c'est un peu plus compliqué, on peut aujourd'hui, grâce aux moyens de calcul dont on dispose, jouer un petit peu sur les paramètres empiriques de nos modèles et essayer à nouveau de voir le lien en ordonnée sur la sensibilité des modèles, en abscisse sur la sensibilité des modèles par rapport en ordonnée aux erreurs qu'ils font par rapport aux observations. Et en très tireté ici, vous avez un modèle particulier avec lequel on a joué à ça, c'est le modèle justement de Météo France CNRMCM6-1 qui a participé à l'exercice CMIP6 pour l'évaluation du changement climatique lors de l'AR6. Et vous voyez que on peut s'amuser à jouer donc sur les paramètres incertains et montrer que finalement la sensibilité maximale est obtenue ici pour des erreurs qui sont un peu moindres. C'est-à-dire que on peut trouver des climats, des réglages, pardon, où le climat actuel est aussi bon, voire un peu meilleur que avec la configuration de base, mais pour lesquels les sensibilités peuvent être supérieures. Alors, symétriquement, on trouve aussi des réglages où la sensibilité est moindre. Donc, tout ça pour témoigner un petit peu de la part d'empirisme qu'il y a dans nos modèles, la nécessité d'avoir plusieurs modèles, et peut-être aujourd'hui, de plus en plus, la nécessité de perturber de manière raisonnée les paramètres incertains de nos modèles pour avoir un meilleur échantillonnage de l'éventail des possibles. En aucun cas, on ne peut baser une stratégie d'adaptation au niveau local en utilisant un seul modèle. Donc, en l'absence de consensus sur les méthodes de calibration, la question aussi se pose de savoir comment on peut utiliser les observations pour contraindre les projections. Alors, je vais vous parler donc de ça, notamment en remontrant une figure que j'avais peut-être montrée lors d'une édition précédente, et je reste volontairement sur le cas des précipitations annuelles. Vous avez ici, c'est un peu compliqué, 2 générations de modèles. Sur les 9 panels de gauche, les modèles de 5e génération, CMIP5. Sur les 9 panels de droite, la génération suivante, CMIP6. Et vous avez 3 horizons temporels, court terme, moyen terme, long terme. Et pour chacune de ces générations de modèles, on décompose pour ces 3 horizons temporels l'incertitude sur les projections en 3 sources additives. La variabilité interne intrinsèque au modèle, au climat, pardon. C'est-à-dire que pour un scénario donné et un modèle donné, vous perturbez légèrement les conditions initiales pré-industrielles et vous obtenez une nouvelle réalisation de l'évolution du climat jusqu'en 2100 qui a des points communs avec les autres réalisations, mais qui a aussi des différences du fait de la nature chaotique du système climatique. La colonne du milieu, c'est l'incertitude de modélisation, et finalement, la colonne de droite, c'est l'incertitude liée au scénario d'émission. Donc les scénarios d'émission, ils sont quand même spectre large, hein. C'est-à-dire qu'on va d'un monde peu réaliste, où on serait capable de respecter l'accord de Paris, à un monde soi-disant aussi tout aussi irréaliste, où on serait capable d'exploiter toutes les ressources de carbone fossile identifiées à l'échelle de la planète. Et bien malgré ça, ces scénarios d'émission, vous voyez, ils n'expliquent qu'une très faible fraction de la dispersion sur les projections. Ça ne signifie pas du tout qu'il faut faire de l'atténuation. Ça signifie qu'aujourd'hui, à l'échelle régionale et locale, les incertitudes de modélisation, qu'on voit très bien apparaître donc à moyen et long terme en rouge, elles dominent les incertitudes liées au choix des scénarios d'émission. Il faut savoir que quand j'ai été dans l'AR6 et que j'ai décidé de reproduire ces figures dans notre chapitre, j'ai dû faire face à une grande hostilité d'une partie de mes co-auteurs, y compris de personnes du bureau du GIEC, qui pensaient que ces graphiques étaient erronés. C'est vous dire quand même parfois la surconfiance qu'ont certains dans ce qu'on sont capables de produire les modèles. Alors, je vous ai parlé de cette variabilité interne et elle est effectivement très importante. Elle a été mise en évidence par différents travaux qui constituaient, avec un seul modèle, à produire des très grands ensembles de simulations à scénario donné. Et vous voyez ici, par exemple, sur une boîte illustrée sur la carte stéréopolaire, là, dans l'insert à droite, sur l'Amérique de l'Ouest, des anomalies de précipitation en pourcent, en la distribution liée d'abord en bleu à la diversité des modèles dans l'exercice CMIP5, précédente génération de modèles, où on avait 40 modèles. Et vous voyez que l'éventail des distributions ne permet pas, par exemple, de reproduire
un événement observé, c'est-à-dire la sécheresse qui avait eu lieu en Californie. Je pense que c'était au moment de, comment on appelle ça, la crise agricole qu'on a connue dans les années 30 aux États-Unis. Et vous voyez que si on utilise un ensemble de seulement 7 modèles en rouge, mais pour lesquels on a produit de nombreuses simulations, on est capable de simuler une distribution beaucoup plus large et on trouve effectivement que les modèles deviennent compatibles avec la sécheresse observée. Donc vous voyez qu'il y a un grand risque, non seulement à utiliser un seul modèle, mais même à utiliser l'intégralité des modèles d'une génération donnée pour traiter des impacts à l'échelle locale si on n'a pas aussi échantillonné la variabilité interne. Alors, je voulais parler des contraintes observationnelles. Il me reste combien de temps? 25 minutes, là, j'ai fait? Bon, alors je crois avoir le temps. Donc, la stratégie d'évaluation des modèles, je vous en ai parlé un petit peu. Elle a d'abord surtout consisté à évaluer les modèles en climat contemporain. Là où on a le plus d'observations, et c'est assez légitime de se dire qu'un modèle qui prétend simuler le climat futur doit être relativement performant pour simuler le climat contemporain. Ça n'a l'air de rien, mais voir qu'un modèle basé sur quelques équations est capable de simuler l'alternance de saisons sèches et humides sous les tropiques, l'alternance des circulations aux moyennes latitudes, etc., etc., c'est assez extraordinaire en fait. Donc c'est assez bluffant de voir à quel point ces modèles sont capables, sur la base d'une compréhension physique des équations fondamentales de la dynamique de l'atmosphère, de simuler bien des phénomènes réellement observés à la surface du globe. Pour autant, encore une fois, il y a une notion d'équifinalité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs réglages possibles de ces modèles en climat contemporain qui peuvent conduire à des simulations des climats futurs assez contrastés. Donc une première technique a été, et je vous en ai un petit peu parlé avec l'article de 2006 de Choukla, a consisté à essayer de trouver un lien entre les performances en climat récent ou contemporain par rapport au comportement des modèles en climat futur. C'est ce qu'on appelle les contraintes émergentes. Malheureusement, comme dans l'exemple que je vous ai donné, elles sont souvent basées sur une régression linéaire simple. Vous avez vu que dans l'exemple donné, il y avait un nuage de points basé sur 12 modèles. Donc là, vous voyez bien que chaque modèle peut peser beaucoup dans la régression et que quiconque a fait un petit peu de mathématiques sait qu'il faut un meilleur échantillonnage pour commencer à pouvoir estimer des régressions robustes. Et puis, encore une fois, c'est basé sur une seule métrique. En l'occurrence, quand bien même c'était une métrique intégrée, à savoir l'entropie relative comme facteur d'adéquation entre les distributions observées et les distributions simulées, il n'y avait pas, par exemple, d'indicateurs plus régionaux des performances des modèles. Donc, c'est basé sur une seule métrique. Donc, une autre ligne de recherche qui est apparue et à laquelle j'ai participé consiste à, cette fois-ci, faire un lien plus direct entre les observations et les projections, à utiliser notamment des techniques qu'on appelle de statistiques bayésiennes pour voir à quel point, finalement, le comportement récent des modèles est compatible avec les observations et en tenir compte pour finalement modifier la distribution brute des modèles et produire ce qu'on appelle une postérieure, une distribution a posteriori conditionnelle, notamment au réchauffement historique observé, mais aussi éventuellement à des changements régionaux observés. Et là, on va donner beaucoup plus de poids aux tendances et pas seulement à l'état moyen. Donc, je vous avais déjà montré, je crois, ces résultats lors d'une édition précédente, c'est l'application sur la France. On voit ici, en abscisse, le réchauffement global et chaque petite croix en cyan, là, bleu clair, c'est un modèle CMIP6. Et en ordonnée, vous avez le réchauffement sur la France. Donc, vous avez le réchauffement de 2001 à 2020 par rapport à la période 1900-1930. Et vous voyez qu'il y a donc un grand panache quand même de modèles qu'on peut schématiser par une distribution elliptique qu'on va considérer être la distribution a priori non conditionnelle aux observations issues des modèles CMIP6. Vous avez en noir la croix, c'est le réchauffement global observé versus le réchauffement régional observé. Guy Brasseur, je crois, ce matin nous l'a dit, sur la France, c'était déjà plus de 1,5 degré. Et donc, on a une pente ici qui représente l'amplification du réchauffement national par rapport au réchauffement global. Donc, vous voyez que du point de vue du réchauffement global, on a quand même des modèles qui sont
pas forcément positionnés au centre des observations, pas mal de modèles qui sous-estiment, et aussi quelques modèles qui surestiment, et ces modèles ont été jugés peu crédibles par le GIEC. Mais sur le plan national, en axe des Y, vous voyez que les observations se situent vraiment en haut de la fourchette. Et donc la méthode développée par mon collègue Aurélien Ribes au CNRM, qu'on appelle Screeching for Climate Change, qui est inspirée de l'assimilation de données, elle conduit à réduire l'ellipse bleue à l'ellipse rouge. C'est-à-dire à finalement calculer une distribution a posteriori qui est compatible avec les observations et avec les incertitudes observationnelles. Parce que l'ellipse noire traduit le fait qu'il y a une incertitude observationnelle liée au fait que le réchauffement n'est pas parfaitement mesuré et surtout au fait que son estimation est sensible à la variabilité interne du climat. Et de la même manière qu'on peut donc conditionner le réchauffement récent aux observations, on peut conditionner le réchauffement futur. Et cela nous conduit à finalement avoir des projections plus pessimistes sur la France par rapport à l'estimation qui pourrait en être faite issue des données brutes des modèles. Alors, une petite aparté, un peu controversée, mais on nous a dit un petit peu qu'avec la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, on visait haut, c'est-à-dire malheureusement, on s'autorisait à s'adapter à une France qui pourrait se réchauffer jusqu'à 4 degrés. Et on nous a dit un petit peu, là, on est blindé. Là encore, mon rôle de scientifique, c'est d'alerter sur le fait que cette hypothèse-là, qui est celle d'un réchauffement global, grosso modo, de 3 degrés, n'est pas un scénario catastrophe. C'est malheureusement quelque chose qui est tout à fait plausible. Et je voudrais dire par ailleurs qu'il y a des scénarios sur le plan, par exemple, hydrologique, qui peuvent être très contrastés pour un même niveau de réchauffement national donné. C'est-à-dire se réchauffer de 2 ou de 4 degrés sur la France, avec une France plus sèche, ou avec une France qui reçoit suffisamment de pluie pour éviter notamment les sécheresses, les pénuries agricoles, etc., etc., c'est pas du tout la même France, c'est pas du tout le même monde. Et il y a une focalisation uniquement sur la température qui me paraît tout à fait dangereuse. Et d'ailleurs, les scientifiques communiquent beaucoup plus sur la température que sur l'eau. Pourquoi ? Parce que les projections sont beaucoup plus sûres sur les températures. Et ils sont mal à l'aise avec le fait que l'on doit reconnaître que concernant la gestion de l'eau, les choses sont beaucoup plus délicates. Et je pense que là encore, il faut s'intéresser à ce qui est plausible et qui est un scénario du pire, c'est-à-dire une France qui chauffe beaucoup, mais qui par ailleurs devient très sèche, ce qui amplifie d'ailleurs le réchauffement à la surface des continents. Donc, en fait, pour faire court ici, je dirais que la climatologie est en partie devenue une science du big data. C'est-à-dire on a tellement à la fois de sources d'observation, in situ, satellitaires, réanalyse, c'est-à-dire combinaison de prévisions avec des observations, et un tel nombre de modèles, un tel nombre de réalisations de ces modèles, puisqu'on produit aujourd'hui des grands ensembles, on fait varier les conditions initiales pour tester l'influence de la variabilité interne, que l'esprit humain a parfois bien du mal à synthétiser toute cette information, et qu'évidemment, certains misent sur l'intelligence artificielle. Il y a eu un très bon exposé il y a peut-être 1 ou 2 ans de quelqu'un sur les différentes formes d'IA. Donc je vais faire bref là-dessus. D'ailleurs, j'ai perdu la référence de ce tableau qui montrait les premières études en fait utilisant de l'IA pour des applications climatiques. Et on voit par exemple, il y a un papier dès 2005 où des réseaux de neurones sont utilisés pour accélérer finalement les performances des modèles. Par exemple, les codes radiatifs dans les modèles sont une partie très coûteuse de ces modèles. Interaction des différentes espèces chimiques avec le rayonnement solaire. Et on peut accélérer ça via des réseaux de neurones assez aisément. La question qui se pose, c'est de savoir si les calculs qui sont faits sont encore valables sur des compositions chimiques jamais observées dans l'atmosphère. L'IA a connu un essor fulgurant en prévision du temps. On est bien placé pour le dire à Météo France, où on s'est beaucoup mobilisé ces dernières années pour aller aussi dans cette direction, mais l'exemple a été notamment montré par le Centre européen de prévision à moyen terme, qui est la référence internationale en termes de prévision. Vous voyez à gauche l'évolution des scores sur la circulation de grande échelle, ce qu'on appelle le géopotentiel à 500 hectopascales, qui montre donc pour différentes échéances, en jaune c'est à 10 jours,
voyez, à 10 jours, on avait des scores relativement faibles, des corrélations entre le pattern prévu et le pattern réellement observé de 30% dans les années 2000. Alors, l'écart entre les deux courbes ici, à chaque fois, c'est hémisphère sud, hémisphère nord. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a eu beaucoup moins d'observations dans l'hémisphère sud, beaucoup moins couvert de continents que dans l'hémisphère nord. Et donc, jusque dans les années 2000, pas suffisamment de données satellitaires assimilées pour pouvoir rivaliser en termes de scores. Et vous voyez que les scores ont convergé entre les deux hémisphères. Mais vous voyez aussi que, à partir de 2020, le centre européen, bien qu'étant le plus performant au monde en termes de prévision du temps, a tendance à voir ses scores un petit peu saturés, malgré, encore une fois, le coût pharaonique de ses prévisions. Donc le centre européen s'est lui aussi orienté vers l'intelligence artificielle, et vous voyez à droite des scores équivalents, encore une fois basés sur le géopotentiel à 500 hectopascales, uniquement dans l'hémisphère nord, et cette fois-ci uniquement sur donc décembre à février 2025 et 2026. Donc que 2 années de retour sur expérience. Mais vous voyez déjà que quelle que soit l'échéance en bas à droite, de 1 à 10 jours, eh bien la version Deep Learning du modèle IFS du centre européen, en violet, a des scores, des corrélations plus élevées avec les observations. Donc d'ores et déjà, sur des choses aussi globales que cet indicateur, mais aussi sur des choses relativement fines comme la prévision des trajectoires cycloniques, l'IA est en train de pulvériser les modèles dynamiques. Alors, vous allez me dire, l'IA, elle a appris sur des réanalyses. Et donc, elle a eu besoin de ces modèles dynamiques pour pouvoir, finalement, avoir des scores aussi performants. Aujourd'hui, il faut savoir que des modèles de prévision n'ont plus besoin des réanalyses et apprennent directement sur les observations. Bon, je vais passer sur ce travail fait à Météo France pour aller vers ce papier un petit peu prospectif qui dit en quoi l'IA pourrait être aussi très utile pour la modélisation climatique, et notamment en haut à gauche pour l'hybridation de techniques de machine learning avec la modélisation plus traditionnelle. Encore une fois, l'idée c'est d'accélérer certains calculs, voire d'avoir des réglages moins empiriques sur certains calculs, notamment tout ce qui est sous-maille, le rayonnement, la représentation des nuages, la représentation des effets de la végétation en surface, où il y a une telle richesse d'informations qu'on a du mal à synthétiser cette information en quelques relations empiriques simples. Et où que plutôt que d'avoir recours à un fort empirisme sur le réglage de ces paramétrisations sous-maille, en fait, on peut faire appel à l'IA pour nous aider à résoudre ce problème. Avec toujours la question de savoir si ces relations calculées par l'IA, sur la base d'observations ou de modèles plus sophistiqués, sont encore valables dans un autre contexte spatial ou temporel. Alors, il y a diamétralement opposé à ça l'idée d'augmenter la résolution, ce dont je vous ai parlé. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu annexes en haut à droite, dont je vous ai un petit peu parlé. C'est-à-dire que l'IA peut nous aider à améliorer les modèles, mais peut aussi nous aider à mieux les utiliser. Je vous ai parlé donc des contraintes émergentes, comment on peut essayer de trouver des relations entre le comportement des modèles en climat récent et en climat futur. Devant, encore une fois, le volume de données à traiter, l'IA peut être un outil très intéressant pour aller vers des contraintes plus efficaces. Le problème, c'est de garder une IA interprétable et d'être sûr que les relations qui émergent sont bien comprises physiquement. Alors, quelques publications récentes qui suggèrent qu'on est face à un problème quand même un peu plus compliqué que celui de la prévision numérique du temps. Par exemple, Michel Crucifix, qui est un collègue belge très réputé, a montré que les paléoclimats n'étaient pas forcément la panacée pour contraindre ce qu'on appelle la sensibilité climatique, c'est-à-dire de combien typiquement la Terre se réchauffe à l'équilibre après un doublement de la concentration en dioxyde de carbone atmosphérique. Parce que, encore une fois, les forçages au départ ne sont pas des forçages anthropiques, sont des forçages sur les paramètres orbitaux, et les rétroactions mises en œuvre peuvent être sensibles à l'état moyen et à la nature des forçages. De la même manière, il y a un papier assez intéressant qui montre que on ne trouve pas d'analogue aux climats futurs régionaux en climat présent. Souvent, y compris les scientifiques, pour communiquer de manière simple, nous disent Paris, dans quelques années, connaîtra le climat de Marseille.
et Marseille, celui de Séville. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Typiquement, Paris se trouve à une latitude plus élevée que Marseille, plus élevée qu'à Séville et plus élevée qu'à Marrakech. Et on voit bien, notamment avec la dernière canicule qu'on a eue, que la coïncidence d'une vague de chaleur liée à la dynamique atmosphérique avec le solstice peut causer d'importants dégâts. Et vous voyez bien que, par exemple, en termes de rayonnement solaire, selon les latitudes, on va avoir des solstices de plus en plus marqués. Et donc, on peut très bien imaginer avoir des canicules, finalement, en situation favorable, encore plus marquées à nos latitudes qu'à Séville ou à Marrakech, en termes de delta par rapport à la normale. Difficulté d'extrapoler. J'ai trouvé cette publication qui est assez parlante, où la personne essaie, sur la base d'un modèle de machine learning, de simuler la fixation de carbone liée à la photosynthèse sur de la végétation. Et montre que, en bas à gauche, ça marche pas mal pour extrapoler spatialement par rapport à un réseau d'observation limité, mais que ça ne marche pas du tout pour extrapoler temporellement. La courbe observée, elle est tout en bas. Et vous voyez que les modèles pensent que le réchauffement global va favoriser la photosynthèse, parce que, en fait, la relation de la température, l'effet de la température sur la photosynthèse en climat présent n'est pas confronté forcément à d'autres facteurs limitants, par exemple les sécheresses ou la disponibilité en certains nutriments, et donc surestime totalement l'effet positif du réchauffement. Et d'ailleurs, les pétroliers nous ont beaucoup dit « Mais de quoi vous plaignez-vous? Nous sommes en train de fertiliser la planète. » Effectivement, dans une atmosphère enrichie en CO2, les plantes, leur premier réflexe, ça va être de bénéficier de ce CO2 pour produire plus de biomasse. Mais très rapidement, elles vont être confrontées à d'autres limites dures. L'énergie n'est pas la seule limitation, le CO2 n'est pas la seule limitation à l'assimilation de carbone par les plantes. L'eau, typiquement, est une contrainte très dure qui s'exprime de plus en plus. Et on voit d'ores et déjà par satellite certaines régions non plus se verdir, mais brunir du fait de ces limites en eau. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, le monde de la prévision du temps et le monde du climat sont quand même deux mondes très différents, même si j'ai montré au début de mon exposé qu'il y avait des interactions entre ces deux mondes, et que l'application du machine learning à la question du changement climatique est beaucoup plus compliquée qu'à l'application de la prévision numérique du temps. Je crois avoir à peu près respecté mon temps, et je vais conclure en disant que donc, les modèles de climat reposent sur des lois physiques, mais garderont toujours une part d'empirisme, avec ou sans IA. Parce que quand bien même vous utilisez l'IA, par exemple, pour mieux représenter les processus sous-mailles, vous aurez toujours des choix un petit peu arbitraires à faire. Quelle infrastructure, quelle structure de réseau de neurones, quelle méthode concrètement je choisis? Dans ces méthodes, il y a des paramètres aussi empiriques à régler. Il y aura toujours une part d'arbitraire, que l'on utilise de l'IA ou pas. La simple question, c'est être capable de tester ces choix empiriques et peut-être de tester un range de valeurs crédible pour voir en regard quels sont les comportements plausibles du modèle. Ces modèles ne peuvent être réellement évalués en l'absence d'analogues observés du climat global, et y compris des climats régionaux de la fin du XXIe siècle. Encore une fois, il n'y a pas d'analogue parfait du climat parisien à la fin du XXIe siècle. Et donc ça, c'est encore une fois une grande limite pour l'IA. Leur calibration pose des questions, y compris épistémologiques, qui ne sont pas encore résolues. La question de l'équifinalité. Pourquoi? Typiquement, j'ai assisté à une situation il y a quelques années où les Japonais avaient deux modèles qui étaient également performants en termes de simulation du climat présent, et l'un avait une sensibilité climatique beaucoup plus forte que l'autre, et plus forte que les autres modèles. Et par un effet de mimétisme, ou pour une raison qui n'est pas très claire, ils ont choisi d'évacuer la version très sensible pour pouvoir ressembler aux autres. Je ne pense pas que l'idée qu'un modèle de climat est bon parce qu'il ressemble aux autres est une bonne idée. Je pense qu'il faut justement s'intéresser à des modèles de climat qui révèlent des comportements atypiques et se poser la question, mais finalement, sont-ils pour autant non crédibles? Je pense que c'est exactement l'inverse de la démarche scientifique que de vouloir coller à ce que disent la majorité. Donc, la question de la variabilité interne.
qui reste une limite incontournable, le caractère chaotique du climat, et qui fait que aussi un autre problème qu'on a sur les stratégies d'adaptation, c'est que bien souvent, elles prennent pour information la réponse au forçage anthropique. Et donc, elles moyennent tous les modèles, et elles éliminent le fait qu'il y a de la variabilité interne qui va se superposer à cette réponse au forçage. Et ce faisant, elles court-circuitent beaucoup d'événements extrêmes qui peuvent apparaître du fait d'une variabilité interne, non seulement potentiellement tout aussi importante, mais parfois, notamment en termes de cycle de l'eau, amplifiée du fait du réchauffement global. Donc évidemment qu'il faut regarder chaque réalisation individuellement, l'ensemble de l'univers des possibles et pas seulement la moyenne des réalisations des modèles pour commencer à faire des stratégies d'adaptation sans regret. Voilà, j'en aurais fini et j'espère que vous avez des questions à me poser. Merci.